Amis DQDN, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors en effet, j'ai toujours continué là, d'abord peut-être comme je l'ai dit en prévision de difficultés d'approvisionnement peut-être futures, et surtout toujours pour équiper le Mechalab, d'acheter des trucs que je trouve sur internet et comme d'habitude je vais les partager avec vous. Alors déjà, je possède deux perceuses visseuses Bosch d'excellente qualité et qui fonctionnent ma foi très bien. Mais c'est vrai que j'en ai une, je vais dire, dans chaque atelier, mais des fois c'est quand même très pratique d'en avoir deux dans la mesure où, très souvent, je rappelle que en règle générale, avant de mettre une vis, il faut faire un avant-trou, sinon ça fait tout éclater, et que c'est toujours un peu pénible de switcher entre forêt, embout de vissage et ainsi de suite. Mais là, bon, voilà, je voulais pas investir trop, et j'ai trouvé cette petite perceuse visseuse pour un prix, je veux dire, vraiment défiant toute concurrence. Et je me suis dit, en truc secondaire, ça devrait le faire. Alors, je l'ai acquise. Donc, comme on peut le voir, ça se présente sous forme de cette mallette. Alors, c'est vendu vraiment pour un prix vraiment pas cher, avec deux batteries, un chargeur, la perceuse visseuse, et on va le voir, voilà, tous ces embouts, il y a même ce flexible là pour le faire. Alors bon, c'est certainement pas la qualité Bosch, mais honnêtement, pas non plus se plaindre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un truc qui est pas idiot, comme on peut le voir ici, c'est qu'il y a un petit niveau dessus, ce qui permet quand on veut faire un trou de le faire relativement droit, donc ça c'est plutôt pas con. Bon, il y a ce mandrin là, voilà, c'est un mandrin à serrage rapide. On peut régler le couple. Alors, 3 positions, comme on peut le voir, visseuse, perceuse. Bon, perceuse à percussion, là pour le coup, j'ai quand même un petit peu des doutes. Enfin, mon but c'est surtout d'utiliser perceuse visseuse. On voit qu'il y a deux caches là pour mettre les embouts les plus utilisés. Là, le sélecteur de sens et la vitesse. Donc, c'est vendu avec ces deux packs de batterie 21 volts. Voilà. Alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est que elle est comme ça relativement légère. Puis je veux dire, c'est quand même les batteries, je veux dire, déjà des autres appareils que j'ai, je vous avais déjà montré, donc on peut facilement les interchanger. Et voilà, on voit que la vitesse se règle très bien. Bon, je dois dire, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, et honnêtement, voilà, le rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à dire. Alors la seule chose qu'il y a à dire là-dessus, comme d'hab, c'est ça. Alors ça, par contre, c'est vraiment une grosse merde. Je l'ai ouvert pour voir. Bon, je vous passe la description, mais alors là, c'est encore pire que tout. C'est-à-dire que bon, il y a bien sûr encore une fois absolument aucun filtrage digne de ce nom. Mais là, je crois que c'est vraiment le chargeur le plus simple que j'ai vu, quoi. En gros, c'est un oscillateur, un transfo. Déjà même au niveau sécurité, bon, il y a une isolation galvanique, faut pas se plaindre. Mais je veux dire, c'est vraiment le minimum. Alors je me suis quand même posé la question de dire avec un tel chargeur, est-ce qu'il n'y avait pas quand même du danger? Alors, j'ai ouvert un des packs batterie, et là par contre j'ai plutôt une bonne surprise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même un BMS digne de ce nom, qui fait que, voilà, a priori, il y a quand même un contrôle de la charge et tout. Donc là-dessus, c'est pas, je veux dire, trop mal. Alors je me suis dit, j'en ai quand même marre de ces trucs. Alors c'est vrai, je peux les charger avec des alimes, mais enfin bon, je trouve ça un petit peu dommage. Et j'ai trouvé, a priori, un chargeur qui avait l'air bien. Alors je vais vous le présenter. Donc voilà le chargeur que j'ai trouvé. Ici, donc, bon, il y a un petit manuel avec. Alors c'est un chargeur qui a priori existe en différentes versions pour charger différents types de batteries. Donc là j'ai pris le modèle pour batterie lithium-ion avec là la prise qui va bien. Donc c'est vendu avec des fusibles de rechange, avec le câble qui va bien, et voilà, on peut voir le chargeur comme ça, sachant que il y a même un adaptateur pour les différents types de prises, donc ça c'est plutôt, ma foi, pas mal. Alors celui-là est quand même beaucoup plus sérieux, il n'y a rien à dire. Alors on peut voir qu'il manque une vis. Alors pourquoi il manque une vis? Parce que comme je vais vous le montrer, je l'ai ouvert justement pour regarder la qualité de fabrication, qui comme on va le voir est plutôt bonne. Et en le remontant, j'ai fait une connerie, j'ai fait tomber une vis, et le sempiternel, ce que j'appelle les trous noirs, je l'ai cherché pendant au moins 20 minutes, cette vis. Impossible de la retrouver. Donc elle est quelque part dans le Mechalab, mais où, je n'en sais rien. Bon, enfin bon, c'est pas grave, j'en trouverai une de rechange. Donc ce chargeur, lui, il est très bien. Je vais vous montrer, j'ai pris une photo de l'intérieur que je vais vous commenter. Mais là, pour le coup, c'est une bonne pioche, et avec ça, je pense que
je pourrais charger toutes ces batteries en toute sécurité. Je vous déconseille vraiment d'utiliser les petits chargeurs de merde là, qui étaient livrés avec, hein, et puis ceux que je vous ai déjà montrés. Là, vraiment, c'est vraiment le point faible de ces trucs-là. Je veux dire, autant la petite perceuse visseuse, là, à l'usage et tout, elle est vraiment bien. J'ai pas à m'en plaindre que là, le chargeur qui est avec, il va partir direct à la poubelle. Je veux dire, il y a vraiment rien à en faire. Donc j'ai ouvert ce chargeur, et là, quand même, on a une bien meilleure surprise. Et une électronique quand même bien plus sérieuse. D'abord, on peut voir ici qu'il y a bien un filtrage en entrée. Hein. On voit bien ici la bobine de mode commun, condensateur X2, le Y, on a une terre. Derrière, on peut voir qu'il y a une vraie contre-réaction avec des photocoupleurs. Et même, on peut le voir là, une protection thermique sur le transfo, pour voir si jamais il chauffe trop. Enfin voilà, on a quand même quelque chose de bien plus sérieux. Pour info, les tests que j'ai fait électriques montrent qu'on a quand même un chargeur qui, ma foi, de qualité tout à fait honnête. Donc, je lui accorde ma confiance. Alors, tant que je suis là, je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé hier chez Lidl et qui m'a paru vraiment quelque chose d'intelligent. Tout le monde connaît la bonne vieille clé à molette. C'est une clé hein, qui est réglable grâce à cette molette, c'est pour ça que ça s'appelle clé à molette, et qui permet de s'adapter à différents types de têtes hexagonales généralement. Donc c'est un outil qui, ma foi, est très pratique. Tout le monde connaît aussi généralement ce qu'on appelle les pincettos, hein, bon, qui existent sous forme différentes, hein, et qui permettent voilà, de se verrouiller comme ça et de serrer. Bon, c'est vraiment un outil indispensable, hein, je dirais quasiment, si je devais en avoir presque une seule pince dans un établi, c'est ça que je prendrais, parce que je veux dire, voilà, le nombre de fois où la pincetto m'a sorti de galère, hein, quand on a une tête de vis ou de boulon complètement niquée, bah, généralement, avec ça, on arrive quand même à bien la choper, à la serrer. Donc ça, c'est un très bon outil. Et donc, chez Parkside, bah, ils ont fait je veux dire, un croisement peut-être un petit peu contre nature, où ils ont un petit peu mélangé les deux. Et c'est la première fois, ma foi, que je vois ça. Et on a donc une je veux dire, clé à molette Eto. Donc comme on peut le voir, ça reste une clé à molette, je veux dire, voilà, qu'on peut régler comme ça, comme on veut. Alors, ils le vendent même avec cet écrou là qui permet de faire un test. Donc là, l'idée c'est qu'on se règle comme ça, en serrant pas trop fort, et là, toc, voilà, on peut verrouiller. Et derrière, bah, l'avantage c'est que ça garde la prise. Voilà, c'est qu'elle risque pas de tomber et tout. Et honnêtement, je trouve que c'est une super idée. Je pense que c'est un outil qui sera parfois vraiment pratique. Bon, ça coûte pas cher comme tous les trucs Parkside, ça coûte dans les 6-7 euros, je crois. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même un truc assez intelligent. Et voilà, je voulais le partager avec vous. Bien, retour dans le lab pour la suite de ce QDN. Alors, comme je vous l'ai dit, lors de la présentation d'une perceuse que j'avais trouvée, il est plus que conseillé, quand on perce quelque chose, de le brider, hein, c'est-à-dire de le maintenir et de ne pas le tenir à la main. Hein, d'abord pour faire un meilleur travail et surtout pour éviter de se blesser. Et donc, sur cette petite perceuse que je vous ai montrée, je me suis dit que j'avais besoin d'un petit étau de perçage. Alors, pour la majorité des petites pièces que je fais, j'avais pas besoin d'un super truc. Alors, j'ai trouvé celui-là, qui a l'avantage d'avoir ce système-là, quand on appuie, voilà, justement, je vais dire, rapide de l'écartement. Et derrière, donc on peut visser. Alors c'est vrai que ces systèmes-là, des fois, ils ont tendance des fois à fatiguer assez vite. Maintenant, encore une fois, l'idée de ce système-là, c'est pas de serrer comme une brute et tout. Alors par contre, je l'ai quand même amélioré, dans la mesure où il y a quelque chose qui est vachement pratique, c'est ici cette rainure qui existait, je veux dire, sur l'étau original, mais était quand même pas hyper bien définie. Et donc, je lui ai redonné un coup de fraiseuse. Voilà, ce qui fait que maintenant, c'est quand même très pratique quand on veut tenir des pièces. Comme ça, ça permet de les tenir quand même un petit peu en hauteur. Et ça fait vraiment très bien le job. Bon, puis bien sûr, j'ai rajouté les autocollants sirop de rigueur. Hein, c'était livré, bien sûr, sans. Mais enfin, donc voilà. Donc ce petit étau, je veux dire, voilà, rapport qualité-prix imbattable. C'est pareil, j'ai rajouté un peu de graisse. Et ça le fera. Alors, dans les autres outils de travail du métal que j'ai trouvé ce truc-là, que j'ai trouvé éventuellement intéressant. Alors, c'est quoi? C'est une sorte de petite presse, voilà, qui permet de faire différentes formes
en mettant ici les poinçons matrices quelque part qui vont bien. Par exemple, là, si on prend ce système-là, voilà, et ben, ça va permettre donc de faire des arrondis. Donc si derrière on a une pièce comme ça, voilà, là on voit que très facilement, c'est pas fait pour des tôles phénoménales, hein, mais voilà, pour faire des blindages, pour faire des petits trucs, par exemple, voilà, si je fais ça, on voit que très facilement, voilà, je vais pouvoir faire une boucle, par exemple, comme ça. Voilà. Donc, en effet, c'est fait pour des petits tôles. Alors, on voit qu'il y a différentes formes. Par exemple, on peut faire des angles droits. Hein. On peut voir ici ça. On peut faire là, voilà, des formes comme ça. Donc là, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Alors, c'est livré aussi avec ce truc là qu'on peut fixer en dessous, grâce à ces deux vis là qui sont fournies avec la clé, ce qui permet éventuellement d'avoir un support pour pouvoir le coincer dans un étau. Enfin, bon, je n'ai pas vraiment trouvé que c'était très utile, surtout qu'on peut très bien le mettre dans l'auto comme ça direct. Enfin donc voilà pour ce système là, donc avec ces différents poinçons. Alors bon, faut être honnête, c'est pas du métal, hein. C'est un plastique dur, donc c'est pareil, c'est pas un outil fait pour faire voilà des grosses épaisseurs ou des trucs très durs. Comme tout ce genre d'outils, hein, je vous l'ai déjà dit, si on veut qu'ils durent, il faut éviter de les surcharger. Donc voilà, il faut garder à l'esprit, c'est du plastique. Si on force là-dessus comme une brute, c'est sûr qu'il ne durera pas longtemps. Et j'ai aussi trouvé celui-là que j'ai trouvé intéressant. Alors, à la base, c'est fait pour pouvoir faire des formes, voilà, en métal, pour faire des bijoux, ce qu'on veut, mais moi, je pensais que ça pouvait être intéressant. Déjà, éventuellement, aussi pour faire des câblages. Hein. Je vous avais parlé de ces fameuses planches à clous qui permettent de faire du câblage. Mais voilà, j'ai trouvé que ça pouvait aussi être intéressant. Donc on voit que c'est cette plaque ici d'aluminium qui est percée de plein de trous. Et donc c'est livré avec toutes ces petits picots, hein, de différentes formes et tailles qu'on peut mettre à l'intérieur. Et donc qui vont permettre comme ça de tracer. Mais je pense que si on veut faire comme ça du câblage aussi avec du frettage, hein, comme je vous l'avais montré, je pense que ça pourrait faire le job. Donc ça c'est aussi quelque chose, bon après je vais voir un petit peu à l'usage ce que ça donne, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors quelque chose que je vous avais peut-être jamais montré, c'est que vous voyez souvent mon établi avec le bordel qui est dessus, mais ce que vous voyez pas, c'est le bordel qu'il y a aussi au-dessus. Hein, comme je vous l'ai dit, moi quand je bricole, j'aime bien avoir tous mes outils à portée de main, et l'avantage de les suspendre comme ça, je veux dire, au plafond, voilà, bah, c'est qu'on les a facilement sous la main et qu'ils ne prennent pas de place sur l'espace de travail. Et donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est que sur l'établi du Mécalab, je vais me faire une sorte de portique comme ça, pour pouvoir aussi y accrocher les outils que j'utilise le plus. Mais par contre, je vais en profiter aussi pour faire une sorte de rampe de lumière, de façon à avoir un bon éclairage, hein. C'est vraiment important. Donc pour ça, comme vous allez voir, j'ai acheté ce qu'il faut pour faire cette rampe. Et donc dans le but de faire cette rampe, hein, qui sera donc au-dessus de ce portique, j'ai acheté ici ces supports, hein, ça coûte vraiment pas cher, qui sont des supports, comme on peut le voir, en céramique, avec des embases GU10. Et voilà, j'ai trouvé tout un lot là, de ces spots. Ils viennent ici se mettre dessus. Alors comme c'est de la LED, en plus ça chauffe pas trop, donc il n'y a pas vraiment de problème, contrairement aux GU10 halogènes, qui eux chauffent beaucoup. Donc voilà, je vais me faire comme ça cette rampe. Et grâce à ça, j'aurai un super éclairage, hein, surtout qu'avec l'âge, on a toujours un peu de baisse d'acuité visuelle, d'avoir un bon éclairage, c'est important. Alors, tant que j'y étais dans ces spots, j'en ai trouvé qui étaient les mêmes, mais avec ces embases ici E14. Alors ça pourquoi? Parce que j'ai quelques lampes qui utilisent ces embases-là. Donc je trouvais que c'était aussi bien de les prendre. Alors sinon, j'ai trouvé d'autres choses intéressantes. C'est ces spots-là, qui eux sont... vraiment de super qualité comme ça, bien refroidi, avec ce boîtier en aluminium qui sont assez puissants et très directifs et qui ont aussi des embases GU10. Et ça, je me suis dit que pour éclairer certaines de mes machines-outils, en particulier mon tour, hein, comme je vais vous montrer, ça devrait le faire. Alors, le problème, c'est que par exemple, sur la lampe de mon tour, la lampe d'origine avait une vieille embase à baïonnette B22 comme ça, mais heureusement, on trouve plein d'adaptateurs. Donc là, j'ai trouvé un adaptateur B22 GU10. Mais comme on peut le voir, des adaptateurs, il y en a de toutes les sortes. Il y en a, voilà, des E14 vers E27. Ici, on a du E27 vers GU10.
Donc en gros, maintenant, on va dire, voilà, on arrive à peu près à adapter un petit peu comme on veut en fonction des lampes que l'on a. Donc voilà, comme on peut le voir, j'ai mis avec cet adaptateur là, cette lampe là, à la place de la celle qu'il y avait pour éclairer mon tour. Et c'est vrai que ma foi, ça fait vraiment un super éclairage. Avec ça, c'est très directif, mais pour voir ce qu'on fait, ça va vraiment être top. Donc c'est une grosse amélioration. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui est en fait une idée qui a été postée par un internaute sur le groupe Facebook que j'ai trouvé intéressante et que je vais vous présenter. Alors, je vous ai déjà présenté quand on fait du câblage électronique, par exemple, là, voilà, on veut mettre ici cette self là, donc on peut utiliser cet outil, hein, il s'appelle CB25, je vous ai déjà présenté pour le plier comme ça. Mais comme je vous l'ai dit aussi, hein, par exemple pour certains composants, en particulier résistance de puissante, ça peut être intéressant de les écarter un peu du circuit imprimé. Alors pour ça, je vous avais montré ces pinces là, voilà, qui font à la fois ce petit zigzag, là, je ne sais pas si on voit bien, de façon à garder l'espacement et en même temps coupe la pâte. Alors ça c'est bien, mais déjà ces pinces là elles coûtent extrêmement cher, hein, comme je vous l'avais montré, et en même temps je trouve que le fait qu'elles coupent, des fois c'est pas pratique. Et l'idée ici était de détourner une pince qui est normalement pas du tout faite pour ça, mais qui, comme on le voit, va faire la même empreinte. Et là, on peut la mettre à l'endroit qu'on veut. Et donc là, pour le coup, voilà, si par exemple on veut le faire ici sur cette patte, voilà, il faut le faire comme ça, et on appuie comme ça, et voilà. Donc là, voilà, j'essaie de filmer comme ça pour qu'on voit bien. Voilà, on voit que ça fait exactement ce décochement comme ça, mais sans couper, ce qui est pas mal, parce que d'ailleurs on peut couper comme on veut. Et alors c'est une pince qui normalement est faite pour les bijoux, les orthodontistes ou je sais pas quoi, mais qui finalement comme ça fait très bien le job. Donc merci pour l'internaute qui a donné cette idée et c'est ma foi une très bonne idée. Parlons un peu du Mecalab. Là on voit que donc là je vais vous montrer pas mal d'outils que j'ai déjà ici, mais pas dans le Mecalab, hein, et l'idée, c'est pas de les trimballer d'un atelier à l'autre. Alors déjà, j'ai trouvé ce petit thermomètre là, alors j'en ai déjà un chez moi, celui-là il est très bien. Alors c'est vrai que j'ai prévu de faire autre chose avec un truc plus, avec Arduino et tout ça, mais je veux dire, en attendant, il y a ce modèle-là. Donc là, voilà, je vois qu'il y a la protection dessus de base, mais voilà, et voilà, qui affiche température intérieure, extérieure, l'heure et l'humidité. Et avec l'avantage, c'est que le capteur pour mettre dehors, voilà, on voit qu'il suffit de faire un petit trou pour passer le capteur et le fil. Alors ça, pourquoi je vais faire ça? Parce que pour l'instant, dans le Mecalab, j'ai pas de température extérieure. Donc voilà, en attendant de faire mieux, je vais mettre ce truc-là, ça coûte rien, quasiment. Et ça fonctionne très bien. Alors bon, ça fait plusieurs fois que je les montre, mais alors, là, ça devrait être les dernières. Mais il y a encore deux endroits où, quand j'en avais besoin, j'avais pas ces loupes, donc je peux plus me passer là, parce que bon, avec mon grand âge, j'ai la vue qui baisse, et elles sont vraiment super bien, ces petites loupes là. Donc voilà, là j'ai acheté, je pense, les deux dernières, que je vais mettre là où elles me manquent, et là je devrais en avoir partout où j'en ai besoin, avec toujours ce Made in Germany, là, qui me fait toujours rigoler, parce que si ça c'est fait en Germanie, moi je suis le pape. Alors sinon dans les outils, bah, j'aime beaucoup cette pince que je vous avais déjà montré, donc j'en ai repris une pour le Mecalab. J'ai repris ici ce petit set de forêt, donc ça c'est des boîtes, alors on les trouve, ça c'est surtout pour les PCB, les trucs comme ça. Voilà. Donc ça existe soit en assortiment de différentes tailles, soit à tout de la même taille. Et là on voit qu'il y a des forêts très fines, c'est hyper fragile, hein. Il faut les utiliser avec des vitesses hyper élevées, mais ça avec les petites perceuses que je vous ai montrées, ça devrait faire tout à fait le job. Et voilà. Donc, alors souvent en fait ces forêts là c'est des forêts de récup. En fait ils rachètent les forêts des fabricants de PCB, ils les raffûtent et ils les revendent comme ça. Et voilà, donc là avec ça là je devrais avoir ce qu'il faut pour percer mes PCB et autres. Mais voilà, c'est vraiment très fragile et surtout faut vraiment aller très vite avec ce genre de forêt, hein. Tout est dans la vitesse. Hein, je rappelle que généralement plus le diamètre est bas, plus il faut aller vite. Alors ça c'est encore un outil, ce qu'on appelle un dresseur de meules. On peut le voir, c'est une pointe diamant, alors c'est un diamant je veux dire, industriel, artificiel, et ça permet éventuellement aussi de rectifier les meules. Ça c'est pour en avoir un dans le Mecalab. J'ai repris ces petites scies là, qui sont vraiment très pratiques, hein. C'est des scies, alors généralement fait plutôt pour les bijoutiers, mais pour faire des petites découpes précises.
Puis voilà, c'est vendu ici avec ce set de lames. Hein. Alors comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo de présentation du Mechalab, ma grosse perceuse là, elle a un mandrin qui est vachement bien, mais qui va de 4 à 22 je crois, un truc comme ça. Et moi ça m'intéresse pas, parce que des trous de 22 j'en fais peu, des petits j'en fais beaucoup. Et surtout du 3 ou du 2,5. Donc là j'ai trouvé un mandrin, voilà, qui est le même, mais celui-là il va de 1 à 13. Et voilà. Alors, ils sont très bien ces mandrins, hein. Et voilà, on voit que c'est du serrage concentrique. Et alors ici c'est des cônes qu'on appelle B12 je crois. Voilà, non B16 pardon. Et bien sûr pour le mettre dans le cône morse de ma perceuse, bah, il faut cet adaptateur, voilà, qui viendra mettre ça donc dans le cône morse, hein, dans la mesure où ma perceuse c'est un cône morse 2. Donc je peux facilement changer. Donc là je mettrai plutôt ce mandrin là, qui ma foi sera sans doute plus adapté à ce que je veux faire, à mon usage, sachant que je vais bien sûr garder l'autre si j'ai besoin de faire un gros truc. Et vraiment le rapport qualité-prix de ces mandrins, vraiment, j'en avais aussi comme ça pour mon tour, c'est vraiment impressionnant. Alors j'ai trouvé ce petit support aussi, voilà, qui permet, alors je l'ai trouvé pas idiot, c'est-à-dire qu'en fait il ressort comme ça, pour tenir par exemple 2 pièces ou 2 fils sur lesquels on veut souder, voire pouvoir tenir un circuit. Donc je trouvais que voilà, pour le prix il était vraiment pas mal. Donc j'ai pris ça. Je vous avais montré déjà que j'avais ces forêts là qui sont très pratiques et qui se mettent sur les verrouillages là des, je veux dire, des trucs 6 pans là. Mais bon, j'en ai cassé 2. Alors c'est vrai que les petits forêts, donc là j'ai repris un petit set, voilà, de 1,5 à 4. De façon à recompléter le jeu. Ah, alors ça c'est pas pour le Mechalab, ça c'est pour mon porte-clés. Je me suis dit, c'est vrai que très souvent, surtout quand on est dans un magasin de bricolage comme ça, on a bien envie de mesurer quelque chose. Et souvent, ben voilà, on a sa bite et son couteau, comme on dit, c'est pas terrible pour mesurer. Alors là, j'ai trouvé ce petit mètre qui devrait tenir sur mon porte-clés sans prendre trop de place. Et bon, il est en centimètres et en inch. Bon, moi je me fous un petit peu des inches, mais voilà, il va jusqu'à, je sais même plus combien, 1 mètre, je crois. Ouais, c'est ça, il va jusqu'à 1,50 m, ce qui est largement suffisant. Et voilà, donc lui, il va aller direct sur mon porte-clés. Et je pense que ça sera vraiment pratique. Alors, bon, je suis pas adepte d'habitude de la tresse à dessouder, je veux dire non étamée, mais c'est vrai que des fois celle-là marche bien aussi. Et là, bon, j'en ai trouvé vraiment de la pas chère. Donc, je me suis fait en même temps un assortiment de 1 mm de large jusqu'à 3,5. Et voilà, je me suis fait comme ça ce petit assortiment. Donc, comme le Mechalab est destiné à la réparation, c'est quelque chose qui me servira certainement. Et d'ailleurs, toujours dans le même truc, je vous avais déjà montré dans un QDN cette petite pompe à dessouder qui, ma foi, est très bien. Et donc, bah, pareil, j'en ai pris une pour le Mechalab, parce que là, j'en ai une ici qui me sert bien. Alors, je vous l'ai dit aussi dans la dernière vidéo de présentation, hein, je me suis refait tout un set ici de tournevis. Et ces tournevis, là, avec ces manches verts, ils sont vraiment bien. Donc là, je vous en avais déjà montré qu'il y avait des empreintes un peu spéciales. Mais là, voilà, je me suis pris tout un jeu. Hein, voilà, bon, en fait, ça se vend comme ça en lot où il y a voilà, tout ça. Et ça, donc, je vais me faire une sorte de présentoir. Et eux, ils iront donc sur mon labo là d'électronique, donc pour la réparation. Et là, ça va le faire. Voilà, j'aime bien avoir tous ces tournevis là sous la main. Et alors c'est vrai que on pourrait gagner de la place avec des embouts et tout, mais c'est un peu chiant, je trouve. Là, ceux-là, je trouve qu'ils sont pas mal. Et alors pareil, parce que c'est ça, il n'y a quand même pas tous les embouts. Donc là, j'ai pris ces petits jeux de Torx là, les plus utilisés. Et ceux-là, alors ceux-là, c'est pareil, je les utilise énormément. Ils sont vraiment bien ces tournevis là. Et là, pareil, là, on voit qu'il y a tout le set ici de clés. Et ça, comme j'utilise énormément de ces vis là. Donc voilà, avec ce présentoir que je vais me faire, là j'aurai tous les tournevis qui me vont bien à portée de main. Pour finir, bah, j'ai trouvé ici cette lampe. Alors, pareil, qui a un rapport qualité-prix imbattable. Alors c'est une lampe rechargeable USB. Voilà. Qui en plus fait un truc qui est pas mal, c'est qu'elle affiche le pourcentage de charge de la batterie. Bon, comme de façon très classique, on voit que voilà. On peut zoomer ou pas l'éclairage.
Elle a même un autre avantage, c'est qu'elle fait powerbank quelque part. C'est-à-dire qu'elle est rechargeable ici par l'USB-C, hein, avec le cordon qui est fourni avec. Mais elle peut servir éventuellement de source de tension USB si on en a besoin. C'est pas vraiment pour ça que je vais l'utiliser. Enfin voilà, honnêtement, quand on voit le rapport qualité-prix de ça, et puis bon, à l'intérieur, on voit que ça se démonte assez facilement avec des vis. S'il y a besoin de changer la cuve, je pense que ça sera assez facile à faire. Donc ça, bah, je vais le garder parce que c'est vraiment indispensable d'avoir une lampe. Bon, d'abord, éventuellement pas une plutôt au courant, mais pareil, comme je vous l'ai dit, là, quand on laisse tomber quelque chose par terre ou pour voir, d'avoir une lampe puissante comme ça, c'est très pratique. Bon, comme je vous l'ai montré, hein, ce petit mini labo d'électronique dans le Mechalab est surtout dédié à la réparation. Et comme je vous l'ai montré, j'ai fait plein de petits casiers à côté pour ranger les composants les plus courants. Donc l'idée, c'est d'avoir sous la main quand même un set de composants pour pouvoir comme ça bricoler dans ce Mechalab. Alors c'est vrai que les composants, en fait, je les ai quasiment tous ici, je veux dire en quantité suffisante, mais je reconnais que j'ai un petit peu la flemme d'aller valeur par valeur faire le tri. On voit le faible coût. Donc voilà, j'ai repris quand même quelques assortiments. Ça voilà, c'est des petits assortiments de condensateurs, de résistance. Bon là, je vais faire quand même moins de casiers. Je ne ferai pas un casier par valeur, je vais faire un casier par décade. Vous trouvez aussi ces condensateurs là. Voilà, ici ce petit set de condensateurs chimiques. Voilà, bon, rien qu'avec ça, je veux dire, j'aurai un stock largement suffisant pour toute ma vie dans le Mechalab. Et j'ai aussi repris, hein, ça je vous l'avais déjà montré, j'avais déjà pris un truc comme ça pour mettre dans mon bureau, pour faire tous mes bricolages avec Arduino. Et voilà, donc ça c'est pas mal en fait, c'est des petits kits un peu pour débutants où il y a un petit peu de tout. Et ça va me permettre assez facilement aussi là, de remplir mes casiers. Voilà. Donc avec tout ça, ça va faire mon bonheur. Alors, je vous ai montré que j'avais quand même mis quelques appareils de mesure. Et ben, il me faut des cordons. Alors c'est pareil, ici j'ai des cordons, mais là-bas j'en ai pas. Et j'ai trouvé là des cordons qui sont ma foi plutôt de bonne qualité. Là. Donc ça existe en différentes longueurs. Alors ça se vend comme ça par set de différentes longueurs. C'est des bananes 4 mm avec reprise. Voilà. Et donc avec ça, là, je vais être aussi tout à fait équipé. Donc je vais me faire une sorte de présentoir pour les mettre. Et pareil, j'ai pris différents cordons BNC. Voilà, de différentes longueurs. Donc c'est pareil, ça coûte vraiment pas très cher. Bon, c'est certainement pas la qualité radiale, mais enfin bon, ils sont quand même souples, ils sont quand même pas mal. Donc là voilà, ceux-là sont 2 mètres et ceux-là sont 1 mètre, je crois. Enfin, voilà, avec ça, là, je vais être aussi complètement pareil. Question connectique. Alors j'ai aussi trouvé ces forêts, là, je les filme comme ça pour qu'on voit bien, qui ont, je veux dire, cet affûtage qui est assez bizarre avec, je veux dire, cette sorte de double pointe là. Et qui permet en fait un positionnement assez précis. Et bah, ils sont pas mal, hein. Je les ai essayés là, par exemple je viens de faire un trou avec là dans ce gros morceau de cuivre là. Ça marche pas mal. Maintenant bon, ils engagent pas mal, je veux dire, en sortie de trou, mais dans certains cas je pense qu'ils peuvent être intéressants. Enfin voilà, je voulais essayer ça. Alors un internaute m'a suggéré ces mousses là, qui était éventuellement conductrice, et pourquoi pas, y stocker des circuits intégrés sensibles ou des composants. Alors bah, j'en ai acheté 2 carreaux pour essayer, et c'est vrai que si on mesure avec un ohmmètre, hein, voilà, on voit qu'en effet elle est très conductrice. Donc oui, cette mousse est complètement, je veux dire, quelque part antistatique et conductrice. On peut bien sûr tout à fait l'utiliser pour y stocker des circuits sensibles. Alors sinon, au niveau électronique, bah pareil, hein, j'ai repris un petit lot là, de ces petites breadboards là, qui font tout à fait le job pour le Mechalab. Alors ça, au niveau réparation, bah, on connaît tous les télécommandes et autres claviers qui ont des touches qui merdent. Et très souvent, ces claviers sont faits comme ça, de petits pads, je veux dire comme ça en graphite, qui viennent s'appuyer sur un circuit. Et c'est vrai que très souvent, bah, ils sont bouffés. Donc là, j'ai trouvé, alors ils sont en différents diamètres, là, j'ai pris des petits puis des gros. Et donc c'est autocollant et ça peut permettre de réparer des télécommandes défectueuses. Alors au niveau optoélectronique, j'ai trouvé tout ce lot là de pavés de LED lumineux
qui ont l'avantage pour moi, c'est que grâce à ma petite imprimante, là, je peux faire des étiquettes en fond transparent. Et ça m'inspire pas mal pour faire, surtout pour des appareils, donc des indicateurs. Donc ça existe en différentes couleurs, différentes tailles. Avec ça, j'ai un petit stock. Alors ça, je suis très content d'avoir trouvé ça. On connaît tous les fusibles, et c'est vrai que un bon fusible et un TVS ou un crowbar, c'est une excellente protection. Le problème des fusibles, c'est que c'est un composant qui prend de la place. Hein, même les petits fusibles, je veux dire, standards. Et maintenant, ça existe en CMS. Et alors, bien sûr, il y a des fusibles qu'on peut souder, qui sont beaucoup plus petits, mais bon, pour les changer, c'est pas facile. Et là, donc, j'ai trouvé des fusibles CMS. Donc là, on peut voir qu'il y a des petits porte-fusibles comme ça, qui sont, je veux dire, quand même à une dimension beaucoup plus petite. Et différents types de fusibles, donc il y a différentes valeurs. Bon, là, j'ai pris 500 milli, 750, 1 et 2 ampères. Et donc ça, pour des montages que je veux protéger, mais où la place est comptée, ça fera vraiment bien le job. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je consomme énormément. Il n'y a pas longtemps, en prenant dans mon stock de COS, il y en avait pas mal que j'avais plus, et donc je me suis refait un stock. Donc ces COS qui existent en différents diamètres, on peut voir qu'il y en a des simples, il y en a des doubles. Voilà, ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est des COS comme ça à souder. Et donc là, je me suis repris un petit peu tout à l'eau pour refaire mon stock, et là c'est pareil, normalement, j'en ai jusqu'à la fin de ma vie. C'est pareil, ça j'en avais, mais j'en ai plus. Ça peut être des fois très pratique, comme je vous le montre parfois et que je continuerai à vous montrer, de faire parfois des petits adaptateurs qu'on peut mettre par exemple en série avec des entrées BNC et trucs comme ça. Et donc j'ai trouvé ces petits boîtiers en alu là, qui sont vraiment très très bien. J'ai déjà utilisé, je vous les ai déjà montré, je vous ai déjà souvent montré des montages qui utilisent ce genre de boîtier, comme par exemple celui-ci, là, le CP107 par exemple. Et j'ai trouvé aussi ces connecteurs, qui bien sûr, voilà, ont la taille qui va bien pour se mettre là. Donc ça existe en mâle et en femelle. Voilà. Et donc ça permet d'avoir des boîtiers blindés, puis à l'intérieur, on peut mettre de l'électronique qu'on veut, des réseaux d'adaptation, des filtres, tout ce qu'on a envie. Pareil au niveau des COS, j'ai retrouvé ici cette boîte. Donc là, ça c'est des COS à sertir. C'est un alliage, je pense, de cuivre. Là c'est pareil, avec ça je suis blindé, j'ai tous les diamètres. J'ai trouvé des interrupteurs qui sont sympas. Donc il y a ces modèles là qui sont 220 avec une LED incorporée. Voilà. Et ces modèles là qui sont aussi pas mal. Bon c'est pareil, ça coûte vraiment que dalle. Qui ont l'avantage, eux, c'est que voilà, on peut fraiser par exemple un trou arrondi et les venir mettre là. Donc ça, voilà, je les ai pris par exemple ça, il y a des chances que j'utilise ça, la fameuse rampe lumineuse que je vais faire, avoir un interrupteur comme ça. En parlant d'interrupteur, j'ai trouvé ces petites touches lumineuses, là c'est pareil, qui m'inspirent pas mal. Ça existe en différentes couleurs. Voilà. Et là pareil, avec des cabochons, on peut éventuellement mettre des inscriptions dessus. Et moi j'ai toujours bien aimé les touches lumineuses, là, donc voilà, j'ai des projets que je vous montrerai avec ça. Pareil, ça c'est un autre projet que j'ai, donc ça c'est des capteurs barométriques. Alors c'est le fameux BMP 280, bon on trouve plein de librairies pour Arduino et consorts pour utiliser ça. Alors attention, ça existe en deux tensions, 3,3 et 5 volts, donc il faut prendre le bon truc. Et là pareil, c'est un projet que je ferai sans doute pendant l'hiver. Alors là, ça c'est aussi quelque chose que sans doute pour le Mechalab. Si on regarde bien, c'est quoi? C'est des afficheurs qui affichent aussi le degré, le signe degré comme ça. Et ça, je vais mettre ça, quand je vais faire tout mon système là, de ventilation pour le Mechalab, j'aurai ces afficheurs là. Donc ils sont multiplexés, bon, après ça se pilote très facilement avec un Arduino ou autre. Et puis pareil, là j'ai refait un petit peu mon stock de petites LED comme ça, des LED comme ça avec des embouts 2 mm. Ça permet d'avoir des indications. J'ai utilisé ça dans mon CP, je ne sais plus combien. Et c'est pareil, je refais un petit peu le stock, donc ça c'est assez sympa. Dans les indicateurs LED, j'ai pris aussi ça. Donc ça c'est des indicateurs de tension de batterie. Je trouvais que c'était sympa. En semi-conducteur, alors ça c'est pareil, j'en avais plus. Donc j'ai pris en 2 puissances. Donc ça c'est des TVS, mais c'est des TVS pour le secteur quelque part. En fait c'est des TVS bidirectionnels
qui vont protéger contre les fortes surtensions. Donc généralement pareil, on met un fusible et on met un TVS comme ça en parallèle sur le secteur. On peut aussi mettre éventuellement aussi une varistance, les deux se complètent, comme je vous l'ai déjà montré. Et le TVS, donc, qui va absorber les surtensions, et si elle est trop forte, va généralement se suicider pour se mettre en court-circuit, ce qui fait une bonne protection, sachant que, attention, là, il faut prendre des CA bidirectionnels, bien sûr. Donc voilà, c'est des 400 volts. Pareil pour la réparation du Mecalap. Donc ça, c'est quoi? C'est tout un jeu de pâte thermique en silicone avec les adaptateurs là qui vont bien pour fixer. Donc voilà, on est ici, là, j'en aurai pour le Mecalab. Et pour finir, j'ai découvert là ces petits afficheurs couleur ronds. Et vraiment, ça m'inspire. Voilà par exemple un essai que j'ai fait avec un programme que j'ai trouvé sur internet, mais qui montre un exemple d'utilisation de ce genre d'afficheur. Là, je pilote ça avec un petit Arduino Nano. Et vraiment, c'est vraiment sympa. Ça m'inspire pas mal et je vous montrerai sans doute plus tard des réalisations faites avec ça. Bon, et pour terminer, un QDN sans visserie, c'est comme une Android sans motard. C'est quelque chose d'absolument impossible. Donc là, pareil, en 3 mm, là, mon stock a commencé, j'en ai en alu, mais j'en ai aussi comme ça plus solide. Donc ça, j'en utilise énormément. C'est vraiment très très pratique. C'est des écrous donc, à rifter. Ensuite, pareil, ça, comme je vous l'ai montré dans le Mecalab, j'en utilise beaucoup. C'est très pratique. Ces petits adaptateurs, là, ça existe en différents diamètres. Donc l'on vient visser ces inserts dans du bois et qui permettent après de mettre des vis au filetage métrique, mais qui ont l'avantage de pouvoir se visser, dévisser autant de fois qu'on veut. Alors que dans le bois, généralement, une fois que c'est vissé, c'est déconseillé. Donc ça marche très bien et c'est pareil, là ça coûte vraiment pas cher. J'avais été effaré. Au début, quand j'en cherchais, j'en avais trouvé chez Leclerc Bricot. Ils vendaient les 4 pour 4 ou 5 euros, je crois. Là, c'est quand même vraiment très cher. Là, c'est pareil. Je me suis aperçu que j'avais niqué quasiment tout mon stock de vis tête fraisée M4 comme ça. Donc voilà, quand j'en ai plus, je refais le stock. Et là, pour finir, ces petites charnières là qui m'inspirent pour un truc, qui sont vraiment pas mal, qui se montent comme ça, et que pareil là avec un bourron, ce qui fait qu'on peut fraiser dans le bois. Et elle s'ouvre pas plus que ça. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui s'ouvre comme ça. Donc, je les ai trouvés sympas. Donc voilà pour cette présentation qui, ma foi, est déjà bien longue. Et alors, je vais être franc avec vous, je vous ai pas tout montré, mais c'est pas grave, je ferai une suite plus tard, parce que là, ça fait quand même une vidéo qui est longue. Et puis en même temps, j'ai reçu aussi pas mal d'appareils que j'aimerais partager avec vous, qui sont assez sympas. En même temps, vous êtes très nombreux des fois à me demander de tester des appareils, donc c'est vrai qu'il y en a qui m'inspirent. Alors quand je peux, j'essaie de me les procurer pour pouvoir vous les montrer, mais bon, ça fait quand même beaucoup de boulot. Mais enfin, bon, c'est pas grave. C'est un des buts de Sirop, de partager avec vous ces découvertes. Tiens, Caroline, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends utile? Tu fais la lessive. Ah ouais, d'accord. Et alors, tu veux laver mon t-shirt? C'est sympa. Et tu sais pas à quelle température? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a marqué Sirop. Bon, laisse tomber la lessive, je pense, sinon on va avoir des catastrophes. Bon, allez, là-dessus, profitez bien de vos vacances, hydratez-vous bien parce qu'apparemment il va faire chaud et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.